cette crise a eu des effets, pas simplement sur le plan économique, mais aussi au niveau des relations, et ce en quoi elle devient une crise sociale. Alors peut-être pour s'attarder sur cette question de la crise, qu'est-ce qu'une crise déjà? Pourquoi parle-t-on de crise? Eh bien, en psychologie en tout cas, bien sûr on peut parler de crise financière, crise économique, mais on parle de crise au sens d'un état de rupture. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, il y a une personne qui a mis son micro, c'est Anne-Marie Badol, il faudrait qu'elle enlève, ou alors elle a un problème aussi de son. J'ai pas le temps de vous écouter pour le moment. Bien. Alors, du coup, je continue? Et il n'est pas là Oui, pour oui. le moment non plus. Non, non, il n'est pas là pour le moment. Allez-y, continuez. Madame Badol, est-ce que vous pouvez Je vais couper couper votre son micro? son. Je vais le couper, son son. Alors, j'étais donc sur cette notion de crise. Donc, c'est un état de rupture avec l'état antécédent, brutal. Et dans la notion de crise, il y a deux notions qui sont importantes. L'un, c'est les effets émotionnels que ça provoque en nous. Et le second aspect, c'est la dimension éventuellement du passage à l'acte. Mais on redéveloppera plus tard. Donc, on voit bien qu'une crise sanitaire, la particularité de cette crise sanitaire, c'est qu'elle a touché les professionnels, elle a touché tout le monde. Et je fais un distinguo entre le premier confinement et le second confinement. Pourquoi? Puisque les effets ne sont pas les mêmes. Je vais revenir là-dessus aussi. C'est que, comme les autres crises, eh bien, ça a un effet de fragilisation. Si la crise du mois de mars, lorsqu'elle a débuté, le premier confinement, eh bien, il y avait une sorte de mot d'ordre qui était tous confinés. Grosso modo, on en a appelé, face à une menace diffuse et incertaine du virus, eh bien, on en a appelé à se protéger. Ce que nous, citoyens, avons fait en prenant les mesures, mais quelque part, il y avait un aspect de solidarité. C'est-à-dire, en gros, il fallait se serrer les coudes, et puis on a vu naître des relations, coups de fil, voisinage, soutien, et on était tous dans le même bain. Donc, bien entendu, ça a été délicat, mais quand on interroge autour de nous, moi je vois avec les patients que je suis, c'est que de dire que finalement tout le monde a été touché par ces premiers confinements, mais il y avait un vécu différent du second. Moi, je vois que dans les patients que je reçois, beaucoup se plaignent du second confinement. Ça a été, c'est-à-dire un premier niveau où il fallait tous qu'on soit solidaires, et puis un deuxième niveau qui a été vécu tout à fait différemment. Alors, ce que cette première crise sanitaire, le premier confinement a mis en avant, c'est l'idée de la mort qui rôde. C'est-à-dire, on a affaire à un virus qu'on ne reconnaît pas, ni par sa couleur, ni par son odeur, etc., etc. On ne sait pas à quoi on a affaire. Et donc, ça a généré, sur le plan psychologique, on pourrait dire un état d'incertitude. C'est-à-dire que non seulement on ne savait pas à quoi on avait affaire, un état d'incertitude et en plus la mort qui rôde. C'est-à-dire que l'idée, c'était, dès que je sorte chez moi, que va-t-il se passer? On ne sait pas, on n'identifie pas, on n'a pas d'éléments annonciateurs. Donc, il n'empêche que, eh bien, il y avait l'idée aussi d'une sorte de volonté de survie généralisée. Donc, ça a provoqué un repli qui était nécessaire, qui était presque de l'ordre du mécanisme de survie. Et je pense que tout le monde a en mémoire les fameux applaudissements. C'est-à-dire les applaudissements, eh ben oui, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, à 20h, tout le monde applaudissait aux fenêtres. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi des gens. Je pense aux gens qui s'occupent du quotidien, principalement, alors, que ce soit, ça va des ordures ménagères en passant par d'autres métiers qui ont été nécessaires. Mais il y avait
une sorte d'applaudissement, mais on était tous unis. Hein. Alors, bizarrement, en tant que psychologue, durant cette période, les gens ont dû rester chez eux, mais on ne voyait pas d'augmentation, soit des dépressions, soit des angoisses. Ça, c'est un élément qu'on peut observer. Il y avait une inquiétude, il y avait un repli, mais ça n'allait pas plus loin. Au premier confinement, je me souviens que beaucoup de gens ont parlé de la question des violences conjugales qui augmentaient. Oui et non. Oui et non. Premier confinement, on a pu, avec un peu de recul, alors les analyses que je vous donne, elles sont aussi étayées parce que je suis membre de l'association, de la Fondation Jean Jaurès à Paris. Michel Debout, professeur Michel Debout, avait fait une analyse très fine de ces confinements. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation durant le confinement des violences conjugales. Alors, est-ce que c'est dû au fait que, effectivement, quand on est à la maison, on a moins tendance à décompenser, en tout cas moins d'effets sur les violences conjugales. Par contre, au déconfinement, là, on retrouve une augmentation des violences conjugales. Une augmentation aussi sur le plan du risque suicidaire. C'est comme si le premier confinement avait eu un effet un petit peu de protection. Et là, on pense tout de suite aux gens qui étaient en difficulté avant le confinement, des difficultés de travail, des difficultés de précarité, aussi des problématiques familiales ou conjugales. Mais quelque part, ce confinement a permis, le premier en tout cas, de se recentrer autour de questions essentielles. Il fallait se protéger, il fallait survivre, il y avait un risque de mort. Et donc, c'est comme si les gens s'étaient un petit peu recentrés, apaisés. Donc, dans ce premier confinement, on va dire que, comme on avait l'obligation de rester chez soi et avec sa famille, que ce soit pour les gens qui sont en précarité ou pour les chômeurs ou les plus démunis, on n'a pas eu, j'ai failli dire, trop de vagues, hein, sans mauvais jeu de mots. Par contre, c'est au déconfinement qu'on a retrouvé au devant de la scène le plus de fragilisation qu'on appelle maintenant une fragilisation dite psychosociale. Donc, la crise était devant. Une fois le confinement, même évoqué par certains patients comme un effet protecteur, c'est-à-dire échapper à cette réalité du quotidien, les problèmes de surendettement, les difficultés au travail, il y a eu des mises en place d'aides de l'État, mais c'est comme si ça faisait aussi une cocotte dans laquelle on se sentait aussi de manière un petit peu confortable, entre guillemets. On avait vu circuler d'ailleurs sur les réseaux sociaux beaucoup de choses humoristiques, et donc ça, j'en recevais également, comme vous, et il y avait comme une forme de on est tous ensemble, on est unis, mais c'est au déconfinement, dans cette rencontre à la confrontation à la réalité, principalement une réalité difficile financièrement et psychologiquement. Donc, vous voyez ce premier élément un peu paradoxal, où on disait que le premier confinement allait être catastrophique, mais c'est au déconfinement, en fait, que les choses ont explosé. Pendant le confinement, on va dire, pas de hausse notable ni des violences conjugales, ni des suicides. Par contre, il y avait des tensions internes. Des tensions internes. Les conditions de logement aussi ont été mises en avant. C'est-à-dire que quand on était poussé au télétravail, bizarrement, ce qu'on retrouve statistiquement, c'est que les hommes ont beaucoup plus mal vécu le confinement que les femmes, puisque beaucoup de femmes ont aussi, et ça on le voit même dans les deux confinements, des femmes ont pu continuer à travailler alors que les hommes, statistiquement, étaient plus en télétravail, voire au chômage partiel. Alors ça, c'est les stats, hein, mais en tout cas, le vécu de rester à la maison a été moins mal pris, j'ai failli dire, par la gente féminine que par les hommes. Alors,
ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont été touchées professionnellement, eh bien, ça a été les petites et moyennes entreprises, les dirigeants, les artisans et également les commerçants. Donc, il y a eu un réel impact financier. On a assisté à des dépôts de bilan, des licenciements, des dettes professionnelles. Mais qui dit risque sanitaire, qui dit crise sanitaire, qui dit premier confinement, dit déconfinement. Et c'est au déconfinement qu'on a vu croître et les violences conjugales et les risques suicidaires. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, la réalité n'a pas disparu. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a des difficultés et conjugales ou éventuellement financières ou aussi de travail. Certaines personnes ont perdu leur travail. Et c'est là qu'il faut faire face à sortir dans la rue et puis se dire qu'est-ce que je deviens, comment va être mon lendemain. Certaines personnes ont eu, pendant le temps du déconfinement, c'est quand le conjoint ou la conjointe n'est plus là ou n'est pas là, réfléchir sur sa vie de couple, réfléchir sur sa vie de famille. Donc, ce sont deux périodes différentes. Le premier confinement, comme je viens de le décrire, le déconfinement, où on a une explosion, et puis le reconfinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le second confinement, à la différence du premier? Eh bien, autant le mot d'ordre au premier confinement, c'était tous chez vous, autant là, ça a été tous au travail. Tous au travail, mais sauf certains. Hein. On voit bien que cette distinction a pu générer chez les personnes qui étaient confinées chez elles, alors que d'autres allaient travailler, eh bien, ça a eu des effets quelque part d'une forme de ségrégation et d'isolement. C'est-à-dire que ces personnes, moi, quand je les voyais en consultation, me disaient comment se fait-il que la grande distribution ouvre, et moi qui ai mon petit resto ou ma petite sandwicherie, je ne peux pas ouvrir. Est-ce que je serais le fautif de tout ça? En quoi est-ce que je fais pire que les autres? Donc, il y a eu un sentiment, à la différence du premier confinement, un sentiment de confusion. Et là, ça a produit plus du clivage, on va dire, que de la solidarité. C'est-à-dire que certains voyaient par leurs fenêtres de chez eux des gens aller et venir pour aller à leur boulot ou faire autre chose, mais eux, non. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un clivage. C'est pour ça que je ne parle pas d'un nouveau confinement pour le second, mais je parle d'un confinement nouveau. Et là, ça a été beaucoup plus mal vécu que le premier. Ça, c'est en globalité ce qui ressort. Ce dont on a souffert, c'est qu'on ne retrouvait plus forcément cette solidarité, puisque certains, entre guillemets, sortaient leur épingle du jeu, et d'autres non. Donc, on voit bien que dans ce second confinement, il y a, je pense aussi, je parlais des PME, je parlais des dirigeants, mais il y a aussi les artisans, les commerçants, mais aussi le monde culturel et du sport. On y reviendra tout à l'heure sur la notion de rebondir, puisque et la culture, c'est-à-dire se dire je suis chez moi, je lis un bon bouquin, enfin pour ceux qui sont encore fans du papier, et puis d'un autre côté pouvoir exercer mon sport, eh bien ça aussi, ça a été des choses qui ont coupé finalement les gens d'une forme de vie et d'une forme de liberté. D'ailleurs, c'est au second confinement, dès que ça a été possible de recevoir des gens à nouveau, que les plus grandes souffrances, en tout cas moi je le vois dans mon cabinet, ont pu émerger. Mais c'est aussi le second confinement qui a apporté plus d'augmentation en termes de suicide, par exemple, mais aussi en termes de souffrance, tout simplement. Alors, le second confinement, on a eu affaire plus à une flambée sociale.
plus une flambée sociale, puisque le manque de relations, manque de contact, manque de proximité, ça a eu un effet sur notre vie privée, mais ça a eu aussi un effet sur le plan des amis, sur le plan de la vie en général. Ce qu'on a analysé, c'est que l'un des effets catastrophiques, nous avons eu affaire à une nouvelle patientèle qui est l'arrivée massive de jeunes en consultation. Bizarrement, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en cabinet, ce sont les jeunes qui ont énormément souffert de ce second confinement. Ce qu'ils évoquent, eux, durant les séances, c'est quoi? Ils évoquent ne pas faire du sport et puis juste de rencontrer les potes et les copines pour faire la fête, pour passer, pour boire un coup. Et ça leur a vraiment coupé les ailes. Donc, cette nouvelle population, enfin, cette jeunesse, hein, a vraiment eu la particularité, c'est ce sentiment de liberté. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un public qui a été fragilisé, qu'on rencontre même à l'heure où je vous parle dans les consultations, puisque du coup, ils n'ont plus de moyens d'exercer leur liberté de jeunes. On n'a jamais vu autant de personnes inscrites sur des sites de rencontres avec des jeunes de 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Ce qui avant était impensable. On se disait, non, mais puisque la rencontre, on l'a fait à l'extérieur. Donc là, je tenais juste à tirer, bien sûr, la sonnette d'alarme sur les difficultés de ces jeunes actuellement, que ce soit sur le plan intime, sur le plan de la sexualité aussi, du sentiment d'isolement, du manque de liberté, de sport et de rencontres. Alors, ça, c'est vraiment un élément statistique qui ressort. Certains jeunes ont eu du décrochage scolaire. Beaucoup de jeunes sont amenés en consultation parce que décrochage scolaire, manque d'ambition et finalement une forme de dépression, on va dire. Alors une dépression pas chronique, mais une dépression qui est une réaction humaine face au manque de liberté. Alors voilà, je vous ai dressé dans un premier temps un tableau, on va dire, sur comment s'étaient distingués ces deux confinements. Et maintenant, nous avons une heure de retour qui est 18 heures, beaucoup de jeunes se plaignent du manque de liberté le soir, du manque de rencontres. Ils ont l'impression de faire métro, boulot, dodo, comme les adultes, mais chez eux, ça a un impact beaucoup plus fort. Alors, ce qu'on peut dire sur cette analyse de confinement, déconfinement, reconfinement, eh bien, c'est que, quelque part, c'est un événement qu'on pourrait qualifier d'un événement qui est traumatisant, puisqu'il nous contraint à rester seuls, en tout cas à ne pas pouvoir voir des amis. Et ma première action sur comment rebondir, et là on passe plutôt à la deuxième phase, c'est de dire quels sont les effets que tout cela a eu sur moi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est à partir de cette question que nous pouvons commencer à se dire nous allons rebondir. Il y a eu 3 effets, on va dire, sur le plan psychologique, qui sont importants à souligner. Chez certains, ça s'est manifesté sous une forme de dépression. Alors, quand je parle de dépression, ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes ou qu'une personne, parce qu'elle vit des moments de tristesse, n'est pas bien, qu'elle est une personne malade. Non. Ce que les personnes qui sont en dépression vivent, ce sont les conséquences dites normales d'une période qui n'est pas normale. Donc, avoir moins de motivation, avoir moins d'envie, comme on dit dans la région stéphanoise, on n'a pas le goût, de sentir une sorte de perte de sens des choses. Alors, ce mouvement dépressif, il est là pour dire, attention, il va falloir que je me récupère dans ma vie. Il va falloir que je sois consciente de ce qui s'est passé pour moi pendant une bonne année et qu'est-ce que je vais en faire. Deuxième élément, donc là je parlais de la partie dépressive, ça a été une levée des angoisses.
Alors, pourquoi? Parce que l'incertitude. Comment se projeter? Ne serait-ce que couper avec le quotidien. Qu'est-ce que je peux mettre comme projet en avant? Qu'est-ce que je peux faire demain et après-demain? Et ce week-end d'ailleurs. Ces angoisses-là aussi sont dites normales. Alors, l'angoisse, elle peut être de l'ordre d'un questionnement sur sa vie professionnelle, familiale, conjugale, et de se dire de la peur du lendemain, une préoccupation financière pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que je deviens demain? Alors, ça, c'est le deuxième élément. Premier élément, la dépression. Deuxième élément, l'angoisse. Et enfin, troisième élément, ce qu'on appelle plutôt des manifestations, des symptômes de l'ordre de la psychose. Alors, attendez, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas psychotique, c'est pas ça. La psychose, c'est un sentiment de morcellement, c'est une sorte de sentiment de perte de sens sur ce qu'on fait, sur comment on se projette, sur comment on est au quotidien. Un sentiment de perdition aussi, c'est beaucoup évoqué par beaucoup de patients, de savoir je ne sais plus où j'en suis. Alors, cette perte qui peut être un peu psychotique, alors psychotique, pour traduire, c'est un peu le sentiment de morcellement, de ne pas se sentir en unité, en accord avec soi-même. Donc, une fois que l'on a reconnu ce que ces effets, c'est pendant un an ça a duré, je ne vous parle pas d'une petite crise, c'est pas arrivé un jour ou un week-end, c'est une année, au mois de mars, ça fera une année. Donc, la première des choses, c'est être conscient de quel effet ça a eu sur moi. Alors, quand on dit quel effet ça a eu sur moi, de quoi on parle? Eh bien, on parle d'une reconnaissance émotionnelle de ce qui se passe en moi. Comment je vais? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je me sens plutôt triste? Est-ce que j'ai peur de l'avenir? Parce que les émotions, je vous rappelle, hein, tristesse, colère, peur, dans en tout cas les émotions dites négatives, tristesse, colère et peur. Hein. Il y a aussi la joie, ça c'est plus positif, on en reparlera un petit peu plus loin. Donc dans la reconnaissance des émotions, qui est la première étape pour rebondir, c'est de dire, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis triste? Ou est-ce que j'ai une tendance à être en colère envers les personnes que j'aime, envers mes amis? Quand on répond à cette question, c'est déjà faire un grand pas pour dire j'ai vécu quelque chose. Nous avons vécu quelque chose. Il est normal que je ne sois pas forcément au top. Et justement, l'idée de cette question de comment rebondir, eh bien, c'est la première chose. Qu'est-ce que je vais faire de mes émotions? Une fois qu'on dit mes émotions sont normales, avant je n'étais pas comme ça. Le fait de m'être senti isolé, le fait de ne plus être en contact avec beaucoup de monde, le sentiment d'être oublié, le sentiment de faire du tri autour de ses amitiés. Parfois, malheureusement, un deuil parce qu'on a perdu quelqu'un à cause de cette pathologie. Eh bien, toutes ces émotions, il faut d'abord les reconnaître. Alors, quand on parle des émotions, les émotions sont toujours portées par le corps. Pourquoi? Mais ça, on le sait depuis, les Gréco-Romains, c'est-à-dire que l'union entre les émotions et le corps, c'est un même ensemble. Parfois, on va avoir des douleurs, des fatigues. Alors, on va dire tout de suite, tiens, est-ce que j'ai chopé le coronavirus? Non, non, c'est pas ça. J'ai les jambes fatiguées, je me sens, tout est fatigant. Donc, le corps et les émotions, c'est un mariage heureux. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Alors, le corps, j'en parle pourquoi? Parce que ce corps a été retranché. Ce corps n'a pas pu faire deux marches, aller courir. Et donc, deuxième élément, après les émotions, eh bien le corps. Qu'est-ce que je vais faire de mon corps? C'est aussi une occasion de pouvoir restaurer ce corps, alors que ce soit par les petits repas lorsque ça nous le permettra, mais aussi sur le plan sportif, sur le plan de reprendre une activité physique. Puisque, comme les émotions sont touchées, le corps est touché. Et comme le corps est touché, les émotions sont touchées. Donc on risque de tomber dans une forme de spirale si on ne prend pas conscience de nos propres besoins. Alors, émotion, corps, mais aussi une question de santé mentale.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de santé mentale? Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire sur la manière de rebondir, si malgré tout, il est difficile d'avoir le sentiment de se retrouver soi-même, eh bien, à ce moment-là, ça peut justifier soit un rendez-vous psychologique ou psychiatrique avec quelqu'un qui va vous aider, plus particulièrement à prendre soin de vous en termes de santé. Alors, ce n'est pas une preuve de fragilité, c'est juste une marque que parfois on peut avoir besoin d'un coup de pouce professionnel qui nous aide à plus rééquilibrer notre vie. Parce qu'au fond, c'est une histoire d'équilibre. Cette crise sanitaire nous a déséquilibrés. Les émotions, deuxième niveau, le corps, troisième niveau, la santé mentale. Donc, si on ressent des effets de confusion, de perte de sens, d'angoisses diverses, de dépression, et si malgré tout ce qu'on va dire, on n'arrive pas à ressortir la tête de l'eau, c'est qu'on ne va pas bien et qu'il faut que quelqu'un nous aide. Ce qui a été mis à mal également, c'est, quatrième point, notre faculté à nous projeter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je deviens demain? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce week-end? J'aimerais partir, mais comment savoir si on peut partir? On a tous besoin de couper, vraiment, avec cette période de confinement et de limite d'heures. Alors, ce besoin de coupure, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi une coupure avec les réseaux sociaux. Combien de fois j'ai entendu en consultation des gens me dire « je n'en peux plus de ces informations ». Entre les fake news, traduisons, les nouvelles fausses, c'est-à-dire ce que l'on dit, des émissions où on vous parle de ça, en fait, ça n'a ni queue ni tête, qui ne sont pas scientifiques. Et à quoi on a l'impression, à un moment donné, les gens me disaient « j'allume la télé, je n'entends que ça. On ne voit que ça. » Les gens sont fatigués aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va pratiquer une forme de détachement absolu et de laxisme d'information. Ce n'est pas ça. C'est de dire, si la thématique m'intéresse, je vais me recentrer uniquement sur des programmes qui abordent, où il y a des personnalités, qui sont des professionnels, etc., en la matière, mais scientifiques. La première des choses, et ça a été un des effets aussi liés au confinement, un abus des réseaux sociaux. C'est-à-dire soit en termes de consommation, d'abus d'informations, soit des informations erronées, contredites, où on nous fait penser une chose, et puis ensuite on nous dit l'inverse. Et du coup, on peut devenir tributaire d'informations erronées, mais qui peuvent plus participer à un déséquilibre, plus qu'à redécouvrir un équilibre. C'est important que chacun d'entre nous puisse se dire où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie de me regarder un petit film, un documentaire sur les animaux, etc. J'ai la possibilité de reprendre ma vie en main et de faire mes propres choix. C'est une question aussi, il ne s'agit pas de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Il s'agit de dire, j'ai besoin, sur le plan psychologique et psychique, de me retrouver moi-même. Et ça, c'est une manière de se préserver, c'est une manière de poser des frontières, des limites, alors même que nous sommes envahis d'informations. Donc, dans la question du rebondir, en résumé, on va s'intéresser aux émotions, au corps, à notre santé mentale, à notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Et maintenant, on va parler justement de choses très pragmatiques et très concrètes. Premier élément, pouvoir faire des mini-projets. Alors, quand on dit pouvoir faire des mini-projets, si vous avez rêvé de repeindre la salle de bain, si vous dites, tiens, tel tableau, j'aimerais bien le reprendre un petit peu, des activités manuelles, ça, c'est important de récupérer ça. Parce que pendant un an, nous avons beaucoup passé d'énergie avec des informations négatives. Il est légitime que nous soyons tenus informés, mais pas aux dépens de notre santé. Donc, cet élément où on s'autorise à faire des mini-projets. Oui, demain, vous ne serez pas à New York ou à Rome ou dans le sud de la France,
mais il n'empêche que cette faculté que nous avons d'être actifs, alors même que nous subissons des ordres légitimes et normaux, mais c'est important de reprendre la main sur nous, côté sujet. Alors, s'autoriser, donc faire des mini-projets, mais aussi s'autoriser une période de break. C'est-à-dire que un break, ça aussi par les sorties durant la journée, pouvoir aller marcher, s'aérer. Alors vous qui êtes de la région, enfin pour une majorité qui est là aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont cité le Bessa. Alors le Bessa, c'est un endroit extraordinaire et en même temps, on fait de la luge, on s'aère. Je n'ai vu personne revenir du Bessa en me disant « ça a été horrible ». Non, tout le monde a besoin d'oxygène. Donc tout ce qui est de l'ordre de la coupure, du petit break, ça fait du bien. Au niveau corporel, pourquoi? Parce que ce corps qui s'est endormi, ce corps qu'on a mis de côté, qui a été empêché, la marche, la course à pied, etc., tous les petits sports que l'on peut faire, eh bien, vont servir à nous récupérer nous-mêmes. Alors, je vais vous confier quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et sur le plan médical et sur le plan psychologique. Il y a des sports qui sont des antidépresseurs naturels. Alors, ces antidépresseurs naturels, qu'est-ce que c'est? Juste un petit peu de biologie. Dans notre cerveau, on a une zone qui s'appelle amygdale, comme les amygdales. Mais c'est une sorte de petit papillon que nous avons au centre du cerveau. Et cette amygdale, eh bien, c'est le centre de nos émotions. Et quand on est triste ou qu'on a peur ou qu'on ne se sent pas équilibré émotionnellement, eh bien, cette amygdale, c'est comme si elle était saturée, elle n'était pas bien. Ensuite, on a une deuxième partie qui est le cortex préfrontal. Alors, le cortex préfrontal, pour faire un résumé, c'est une sorte d'adoucissant. C'est quelque chose qui nous permet de soulager les émotions négatives. Et lorsque nous faisons de l'exercice, que ce soit de la marche, que ce soit... ce sont des exercices en général qui sont bilatéraux, c'est-à-dire qu'une partie et puis l'autre. Marche, course à pied, vélo, natation, bon, ça va être un peu plus compliqué vu le temps qu'il fait, mais ce sont des choses qui permettent de réactiver l'amygdale qui a été touchée par tout ça et qui permettent d'augmenter le sentiment de bien-être. Pas seulement, c'est un antidépresseur naturel. Donc ça, il faut le savoir parce que ce n'est pas juste fait du sport pour le corps, c'est aussi que c'est d'une certaine manière une façon de rebooster l'amygdale du cerveau, donc cette partie émotionnelle, et de pouvoir reprendre une expérience positive. C'est pour ça qu'on va au BESA, et c'est pour ça qu'on sort, qu'on s'est autorisé. Donc, ne pas hésiter à s'occuper sportivement de soi pour avoir une activité qui nous guérisse, puisque l'effet, c'est un antidépresseur aussi, qu'on appelle naturel. Alors, ça va. Un autre élément, vu l'isolement que ça a pu provoquer chez beaucoup d'entre nous, c'est une occasion aussi de faire le tri dans nos amitiés, dans les personnes qui comptent pour nous, vraiment, amicalement, au niveau familial, bien entendu. C'est une période de nettoyage où on va s'attarder sur la relation. Ça, c'est aussi un élément important pour rebondir, c'est-à-dire s'accorder du temps. Vous voyez, il y a un proverbe africain qui dit « Les Blancs, vous avez tous une montre, mais vous n'avez jamais le temps ». J'adore ce proverbe, parce que le temps, ce n'est pas le temps qu'on a, c'est la qualité du temps qu'on passe avec les autres. Donc, je pense que ça, c'est l'idée de la rencontre, l'idée de s'accorder du temps avec ses enfants, avec ses parents, avec des amis, pour aller toucher du doigt la relation avec l'autre, c'est extrêmement important. Je pense également, et on fait le lien là, à tous ceux qui travaillent en lien, que ce soit avec des enfants, mais avec des personnes, et qui ont dû être amputés sur le plan psychologique du contact, ne serait-ce que de toucher quelqu'un. Je vous rappelle qu'on porte des masques et qu'avec le masque, on ne voit plus le sourire. Donc, la souffrance de la proximité, la souffrance du contact, alors effectivement, les gestes barrières,
Mais c'est vrai que cette souffrance, elle a rendu le travail difficile pour un certain nombre de personnes. Parce qu'on sait ô combien sourire est important. Alors, sourire, on peut sourire avec le masque et on voit que quelqu'un sourit avec le masque. Mais c'est vrai qu'un bon vieux visage, enfin pas vieux comme moi, mais je veux dire, voir quelqu'un pour de vrai, lui sourire, alors toucher, c'est délicat ça aussi. Mais il me semble que puisque nous n'avons pas la possibilité d'être en contact, le sourire, la bienveillance, le respect de l'autre sont des choses effectivement qu'on peut essayer de récupérer dans sa vie. Alors, une autre manière de rebondir, c'est que ces confinements et ce couvre-feu nous ont permis, je vous le disais, de nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce fameux lien social. L'idée de s'attarder sur le lien social, c'est de dire, au fond, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important entre nous? C'est peut-être l'occasion de revenir sur l'essentiel pour moi, mes valeurs. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je veux un monde de quantité ou de qualité? Je fais exprès de le poser comme ça. Comment je vais pouvoir prendre soin de cette personne que j'aime? Je vais me recentrer sur l'être, finalement. Quand, au cours de ces confinements, déconfinements, on était dans des choses sombres. La mort rôde, l'incertitude, l'avenir, on ne sait pas trop. Mais il n'empêche que certaines choses sont envisageables. Et je crois que c'est très important de se recentrer sur soi, de pouvoir aussi s'offrir des petits moments de solitude où vous reprenez goût à la vie, si on peut dire. Que ce soit en vous reposant, que ce soit en pensant à des choses que vous aimeriez faire. Parce que, au fond, malheureusement, cette crise sanitaire nous a appris qu'on a besoin les uns des autres. Que ce soit dans le travail, prendre soin de ses collègues, être peut-être plus tolérant par rapport à certaines choses qui nous font bondir. Mais quand on veut rebondir, nous avons un rôle très important avec nos collègues. C'est de prendre soin d'eux. Ce n'est pas qu'une question de nous à nous et de dire je vais faire ci, je vais faire ça. C'est aussi que nous avons un rôle très important. Moi, je le vois quand je travaille à l'hôpital. C'est comment tu vas, comment tu te sens. Bon, c'est aussi un peu ma profession, mais juste amicalement, de dire et toi, ça a été ta journée, tu n'es pas trop fatigué. Donc, on a aussi ce rôle très actif où on peut parler du temps, on peut passer du temps à parler avec des gens qu'on apprécie professionnellement. Le petit coup de t'es pas trop fatigué, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, etc. Ce rôle-là, j'insiste que nous pouvons rebondir personnellement, mais nous pouvons aussi aider les gens qu'on apprécie, les collègues ou les amis, à rebondir eux-mêmes. Si on résume, on a dit les émotions. Prendre soin de mes émotions, c'est les reconnaître. Deuxième point, toujours dans les émotions, c'est de dire quelle est la partie positive que je retiens de cette affaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs, mes amis, ma famille. Quelles sont les décisions que je vais tirer avec ça? C'est-à-dire prendre d'une expérience dite négative, quelles sont les choses que je vais faire en plus pour que ça aille mieux. Ces émotions, c'est aussi, tout bêtement, pouvoir se prendre du temps pour écouter de la musique, voire pour danser. Chez soi, c'est pas incompatible. Je vous avouerai, des fois, je danse, mais chez moi. Bon, alors, c'est aussi prendre soin de qui nous sommes, de nos émotions, de nos ressentis. Deuxième élément qu'on a dit pour résumer, le corps. Privilégier les sorties, privilégier aussi, pas simplement les sorties, mais une oxygénation, on va dire, corporelle. Tout ce qui est, alors, beaucoup de techniques de méditation, de repos, de recentrage sur soi, qui sont extrêmement importants. Troisième point, récupérer cette capacité à se projeter et à faire des petites choses au quotidien. Et enfin, la question de la santé mentale, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si malgré
tout ce que nous faisons, ça ne fonctionne pas, ne pas hésiter à faire appel à médecins, psychologues, psychiatres, puisque c'est une manière aussi de reconnaître tout ce qu'on a vécu de difficile. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir dit ce qui me paraissait important. Je pense que vous avez probablement des réactions, des précisions à apporter, des questionnements, et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, ce qui est important pour rebondir, c'est de raccrocher les wagons avec notre vie professionnelle, notre vie à nous, et puis, d'une certaine manière, réussir à positiver, même si c'est des choses qui ne sont pas évidentes, à positiver, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Souvent, ne vous mettez pas des objectifs énormes. Il suffit de petits paliers. Se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Vers qui je vais envie de voir? Qui je vais appeler? Ce sont des petits objectifs. Mais il va falloir recentrer sur vous, sur vos besoins personnels, parce que c'est grâce à ça que, eh bien, dans notre entourage, on va pouvoir être beaucoup plus disponible dans notre tête et beaucoup plus léger par rapport à une situation qui est encore sérieuse. Voilà, j'ai dit. J'espère que ne rien avoir oublié parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Si vous voulez des précisions, donc je pense sous la gouverne d'Agnès et de Chantal qu'on peut se libérer du temps pour les questions. Merci Louise. Merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien là. Louise, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, juste deux petites remarques déjà dans un premier temps que les collègues doivent pouvoir lire, mais il y avait la question du sport, du coup, où une collègue disait que selon elle, il était plus facile dans le premier confinement, qui était quand même assez radical et où du coup, il n'y avait pas d'autre activité que de peut-être se recentrer davantage sur soi et sur son activité personnelle. Et que là, désormais, dans la deuxième période, c'est quand même plus compliqué puisqu'on a des restrictions horaires qui font que quand on est au travail, eh bien, dès qu'on sort, il faut rentrer chez soi, quoi. Et que du coup, c'est un petit peu plus compliqué de rebondir dans ce quotidien qui est contraint. Tout à fait. Ouais. Donc, une deuxième remarque qui est plus sur comment se recentrer sur l'être, hein, dans une société qui est quand même beaucoup plus centrée sur l'avoir, avec la question de la rentabilité, du profit et de la consommation. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas très naturel dans notre culture. On y vient petit à petit, hein, quand même sur la question de travailler sur ses émotions. Enfin, dans le cadre du réseau, je pense que Chantal pourrait partager ce point de vue. Il me semble que les partenaires travaillent de plus en plus avec les familles, les enfants, sur comment on gère ses émotions, comment on les décrypte et comment on les accompagne tranquillement. Enfin, je pense qu'il y a quand même une culture là qui est en plein développement autour de ça, mais ça reste effectivement à travailler. Alors, il y a une question, Louise, qui est: est-ce que vos études ont été transmises au gouvernement, car c'est un peu loin des orientations qui sont données? Merci pour ces questions. C'est vrai. Alors, comment je fais, Agnès? Je réponds. Alors, bon, sur les restrictions horaires, alors c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes fils pas plus tard que hier soir. Et il me dit, confinement, ouais, bof, m'a-t-il dit. Il m'a dit, le pire, c'est d'être limité à 18 heures. Il m'a dit, 18 heures, c'est le moment où je pense à mes potes. Donc, alors, on en parlait par rapport effectivement au sport. Effectivement, là, ça nécessite de décaler. Alors, le sport, divers et variés. Maintenant, on a vu aussi bondir en ligne tout ce qui est sport chez soi, pilates, yoga, relaxation, tai chi, qigong. Enfin, alors, l'idée, effectivement, oui, c'est une limitation qui fait encore mal. En tout cas, moi, un de mes fils me disait, non, moi, c'est vraiment le couvre-feu, j'y arrive pas, quoi.
Et c'est ça qui l'a le plus touché que les 2 autres confinements. Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe à se recentrer sur l'être plus que sur l'avoir. C'est vrai. Parce que je pense que là, il y a une leçon, je pense, j'espère en tout cas positive. Hein, je ne sais pas si je suis un humaniste forcené, mais de dire est-ce que c'est pas l'occasion aussi avec cette problématique autour de l'avoir, parce que comme il y a eu des incidences au niveau du travail extrêmement importantes, forcément, on est obligé de se recentrer sur d'autres valeurs. Est-ce que c'est une porte ouverte pour se recentrer sur l'être? J'aimerais bien, vraiment. En tout cas, ça, pour beaucoup de personnes, elles font plus attention à leurs limites, à ce qu'elles donnent aux autres, en se recentrant plus, on va dire, sur une sorte de qualité relationnelle et de vie. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est en train de poindre son nez. J'espère qu'on pourra s'en ressaisir, mais de se dire, oui, effectivement, je suis qui et qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Alors, espérons une période, sans être trop rêveur, plus philosophique, on va dire, mais c'est une vraie convie. Alors, ça a été, si cette crise sanitaire a eu un effet, c'est de dire qu'on ne peut pas être que dans l'avoir, que l'avoir a pu montrer ses limites. Nous avons besoin d'avoir, c'est humain, mais en tout cas, ça a été une déconvenue qui nous a plus fait pencher du côté de l'être. Beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai des consultations où les gens ne viennent pas forcément pour un problème, mais ils viennent pour se recentrer sur eux, sur réfléchir à leurs valeurs, leurs questionnements. Donc voilà. Une autre question, Louise, qui était autour de... Avez-vous des fiches? Alors, très, très technique, hein. Avez-vous des fiches, des jeux pour arriver à travailler sur les notions d'émotion, de questions à se poser pour arriver à rebondir pour nos publics? Alors, je ne sais pas si Louise peut y répondre. En tout cas, dans le cadre du réseau, il y a de nombreux partenaires qui ont déjà travaillé des outils sur la question des émotions. Donc, pour la personne qui est intéressée, on pourra bien évidemment faire relais, hein, pour apporter peut-être des outils pratico-pratiques. Louise, de ton côté, est-ce que tu as des... Oui, j'ai des choses. Alors, je Oui. n'ai pas cette chance d'être aussi précis, mais c'est vrai que la question me paraît super importante. Alors, pourquoi? Parce qu'on a vu une hausse des activités de jeu familiaux. Tout ce qui est, on a ressorti les Scrabble, on a ressorti, alors moi je suis de l'époque Scrabble, enfin si, ça existe encore, les Cluedo, les Trivial poursuites, les jeux de dames, une augmentation nette et précise des jeux d'échecs, tenez-vous bien, des jeux d'échecs chez les jeunes, à coup d'application, et donc ça a été, on voit bien que l'aspect jeu, tout ce qui est ludique, est un vecteur de partage avec l'autre. Alors là, je trouve qu'en plus, on répond un peu à la question de la proximité pour ceux qui travaillent avec les enfants ou avec des jeunes, ou même pas jeunes du tout, quoi. C'est l'idée de s'autoriser à partager, à défaut de pouvoir être en contact, parce qu'au moment du jeu, on échappe d'une certaine manière à la réalité qui est parfois dure. Donc, je trouve que c'est bien de cette question parce que ça en dit long pour moi sur la dynamique émotionnelle de partage avec l'autre. Le jeu, c'est un moment de récréation. Et j'ai failli dire que du moment où on commence à se dire il va falloir jouer, c'est aussi s'occuper de ses propres émotions. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans le fait de proposer un jeu collectif, alors moi je pensais plutôt au jeu, comme on le voit, croque-carotte pour les enfants, enfin, et que ce moment-là, au moins les parents ou les professionnels peuvent se poser et de dire non, c'est pas juste un truc supplémentaire qu'on fait. C'est essentiel pour retrouver un imaginaire, des émotions positives, sourire, partager ensemble et puis aussi ce plan actuel, quoi. Alors, c'est pas mais je pense que pour s'occuper des émotions, ne serait-ce que le fait de jouer, j'y pense avec une jeune fille que j'ai eue en médecine légale en consultation, bon, qui venait pour des raisons de souffrance, enfin bref, et qui m'a dit, on ne peut pas faire autre chose, Vasquez,
Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me dit, tu as des Playmobil? Alors, je lui dis, oui, oui, j'ai des Playmobil. Alors, elle m'a fait déballer un carton de Playmobil et on a passé du temps à jouer, mais pour elle, c'était extrêmement important. Et je pense que le jeu, c'est quelque chose de très sérieux. Et quand on joue et quand on s'autorise cette partie en nous, infantile, de relâchement, eh ben, c'est aussi prendre soin de soi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Louise. Alors, je poursuis. Une collègue évoque la question. Alors, ça arrive très vite là, hein, donc j'essaie de Chantal au secours. Tout s'affiche, donc j'ai du mal. Alors, bon, j'ai du mal à dérouler. Il me semble qu'il y avait une question. Par rapport à... Je termine juste la question. C'était la question de l'agressivité. Un professionnel disait qu'elle trouvait que le contexte amenait quand même à de l'agressivité entre les gens. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, l'agressivité, ça aussi, c'est... Alors, on distingue l'agressivité de la violence, hein. La violence, c'est frapper, c'est un passage à l'acte. L'agressivité, bien souvent, quand on l'analyse de près, c'est un besoin de récupération de notre propre territoire. C'est-à-dire que l'on a besoin, quand on est agressif ou quand on vit de l'agressivité, c'est qu'on s'est senti déconsidéré, intrusé, malmené, non considéré, incompris, incomprise. Donc, à ces moments-là, sur le plan de l'agressivité, là aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que je suis agressif? Alors, les gens, surtout dans la région, on dit les gens sont plus agressifs. J'entendais une personne qui travaille en tant que caissière, elle disait je ramasse toute la sale journée des gens, mais plus que d'habitude. Donc, effectivement, l'agressivité, ça peut correspondre à un signal d'alerte ou d'alarme qui dit il faut que je prenne du recul avec les autres. Mais c'est vrai que certaines personnes n'arrivent pas à gérer leur agressivité parce qu'elles n'arrivent pas à se dire est-ce que je me sens bien. Quand on dit est-ce que je me sens bien, ça veut dire pourquoi suis-je en colère? Parce que je suis frustré, parce que je suis surendetté, parce que j'ai des problèmes conjugaux, parce que ça ne va pas au travail, parce que je risque de le perdre, etc., etc. Trouver la raison de l'agressivité, c'est déjà faire un pas. Alors, pour ceux qui sont victimes de l'agressivité des autres, la question sera sur un autre penchant, c'est comment je m'en préserve. Que ce soit au boulot ou dans les relations, c'est comment je peux me préserver parce que je n'ai plus de place pour tolérer ça. Alors, ça veut dire mise à distance, ça veut dire être moins présente ou s'absenter de la relation, parce que l'agressivité, c'est un besoin de récupérer son territoire. Alors, pour celui qui le vit, se dire pourquoi je suis comme ça, quel est mon vrai problème, ou bien pour celui qui l'a subi, c'est j'ai besoin de prendre du recul avec cette personne. Si j'ai envie, je lui en parle. Je lui dis peut-être que tu es fatigué, etc., mais on ne peut pas continuer comme ça, etc. Mais c'est vrai que l'agressivité est aussi quelque chose qu'on voit parce que les gens sont énormément frustrés. C'est ça l'origine, en tout cas contextuellement, de cette agressivité, c'est la frustration. C'est ne pas pouvoir être libre, ne pas pouvoir se développer comme on le souhaite. Et ça part d'une frustration qui est une frustration contextuelle, mais qui produit des effets sur nos propres réactions. Oui, pour rebondir, il y a une autre participante qui dit au contraire, moi je trouve que les personnes sont justement comme anesthésiées, hélas. Donc est-ce que du coup une personne réagit en fonction d'elle-même? Certains vont déclencher plus de l'agressivité et d'autres au contraire vont être sans réaction. Est-ce qu'on peut avoir des réactions différentes finalement du fait de ce contexte? Tout à fait. On peut avoir des réactions d'anesthésie. Alors, les signes d'anesthésie, c'est souvent lié à des déceptions. C'est-à-dire quand on a été déçu, on a une tendance à se mettre un petit peu en retrait, puisque du coup, on n'a pas le sentiment que soit les autres s'occupent de nous ou prennent de nos nouvelles. Et j'avais une patiente, pas plus tard que ce matin, qui me disait, avec ce que j'ai traversé, voir que les gens ne prennent pas de nouvelles, que mon téléphone ne sonne pas, ça me blesse. Et donc, des fois, derrière cette forme d'anesthésie,
il y a un sentiment d'être invisible pour les autres ou que l'on n'est pas, comment dirais-je, considéré par les yeux des autres. Ça peut être une souffrance en tout cas. Ou est-ce que ça pourrait être, à l'inverse, Louis, une sorte de défense? Tout à fait. Une défense contre plus de vulnérabilité, une défense pour ne plus souffrir. Donc, c'est important de l'entendre. Hein. Alors, vous avez un rôle à jouer quand c'est quelqu'un à qui vous tenez. Hein. Je ne vous parle pas d'un inconnu ou d'une personne que... Voilà. Mais vous avez votre rôle à jouer pour changer les idées, pour faire sourire un petit peu, apporter un peu de légèreté dans la relation. Peut-être aussi s'intéresser à cette personne sans faire la psy de base ou le psy de base, mais de dire ouais, comment tu vas et toi, etc. Parce que la personne se sent exister. Le problématique, oui, c'est une défense parce que on peut avoir été anesthésié parce que dans le sentiment d'être dans l'indifférence générale ou alors d'être déçu par ce qu'on a vécu. C'est parfois juste de la considération qu'on peut leur apporter quand c'est des personnes à qui on tient, bien sûr. Alors, une autre intervention d'une collègue qui s'interroge sur la question du morcellement. La contrainte très forte avec les horaires nous conduit à morceler le temps. Il me semble là, c'est le temps pour le travail, là, le temps pour les enfants, là, le temps pour moi. Quel impact à long terme sur cette sorte de morcellement, d'organisation, on va dire un peu rigide, hein, enfin, dans ce que j'en entends dans la remarque de la collègue. Tout à fait. Alors ça, c'est beaucoup, je l'ai beaucoup entendu aussi. Alors, on devient à un moment donné lié aux préoccupations autour des enfants, du boulot, de la logistique familiale, penser à faire tourner des machines, penser aux devoirs. On a un côté très mécanique qui s'est mis en place. Et ceux qui frôlent la personne, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Alors l'épuisement, non pas professionnel, mais le burn-out à la maison. C'est-à-dire qu'on a une forme d'accumulation, on a une forme de frustration qui nous empêche d'avoir des temps pour nous. Alors, je reviens sur cette question. Normalement, dans la mesure où c'est envisageable, même si c'est un contexte très contraignant, pratiquer le petit bonheur pour soi à la maison, c'est-à-dire un moment où on est seul, un moment où on s'autorise à parler avec son conjoint, avec sa conjointe, de dire là, il faut que je fasse une coupure, une demi-heure ou 3/4 d'heure, m'isoler, lire, regarder un programme, ce qu'on veut, mais il faut un mécanisme de coupure pour se retrouver soi. C'est comme si on passait à côté de soi au quotidien. J'entends déjà des personnes me dire, facile à dire. Non, pas facile à dire, mais quand on se penche sur cette question, on a un devoir d'assistance envers soi-même. Le devoir d'assistance envers soi-même, ça veut dire, non, je ne suis pas simplement celui qui fait pour les autres ou celle qui s'occupe que des autres. J'ai besoin d'un temps à moi. Si malgré tout, eh bien, on n'y arrive pas parce qu'on a une vie qui est contrainte au niveau du travail, des enfants, de la planification, de l'organisation familiale, etc., les courses et tout, la vaisselle. Bien, si on n'y arrive pas, en tout cas, il est très important qu'une fois par semaine, minimum, cette personne ait rendez-vous avec elle-même. Faire ce qu'elle veut, voir la meilleure copine le dimanche, sortir, faire quelque chose. Mais il faut, sinon, on frôle le burn-out et là, on trouve une personne en épuisement qui est en dépression et qui ne sait pas ce qui lui arrive. Elle a perdu contact avec elle-même. Merci, Louise. Alors, une autre remarque. Dans le cadre de mon travail, accompagner les personnes qui se séparent, j'ai observé des séparations brutales en fin d'année où le conjoint est parti soudainement, sans donner de nouvelles, pas même aux enfants. Qu'est-ce que ça a provoqué chez le conjoint pour qu'il parte soudainement et comment soutenir l'adulte et les enfants qui vivent cela? Tout à fait. Alors ça, très bonne remarque, la brutalité de certaines décisions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de situations de séparation dites brutales. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on s'est retrouvés dans le couple, puisqu'en l'occurrence, on parle de séparation, mais aussi d'une famille, il y a des mécanismes de rumination qui se sont mis en place.
et que pour certaines personnes, elles ont ruminé soit leur tristesse dans leur couple, soit leur frustration, en disant « je ne suis pas heureux » ou « je ne suis pas heureuse ». Et beaucoup de fois, les gens ont vu à la baisse les effets psychologiques du confinement-déconfinement. C'est-à-dire que tout se passait comme si ce couple vivait des choses comme une situation normale. Non, on est confiné. On a une frustration qu'on gère au quotidien, comme la question précédente, c'est-à-dire le fait de se dire on n'a pas le temps, on est dans un fonctionnement quasi mécanique. Donc on assiste à un appauvrissement de la communication dans le couple. Je crois que les couples, comme je le disais pour les personnes, doivent de se dire comment tu ressens les choses. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, ce n'est pas que, c'est que je me rends compte que ce confinement nous a usés. Alors pourquoi? Parce que ce soit la petite sortie, la petite marche en famille ou en couple, on a fait une croix dessus. Et par mécanisme de frustration, lorsqu'on décide de partir de manière extrêmement brutale, c'est aussi un processus d'accumulation d'un certain nombre de ressentis. Moi, j'invite tous les couples, hommes ou femmes, à se dire, avant de partir, est-ce que ce confinement-déconfinement a joué sur moi? Alors, je vous dis à titre d'exemple, il y a des couples où l'un allait au travail et l'autre restait à la maison, ou l'une allait au travail et l'autre restait à la maison. Ça a produit ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire deux rythmes différents. C'est comme si vous aviez deux montres qui n'étaient pas au même diapason, où l'un ignore l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre du boulot et qui voit l'autre assis ou en train de finir de faire à manger. Et du coup, on a un désaccordage. C'est comme une musique qui ne peut plus jouer ensemble. Alors, dans ces cas de figure, on observe une disharmonie conjugale, c'est-à-dire que avant, on savait qu'on jouait l'instrument, on savait qu'on pouvait jouer ensemble, guitare et piano, etc., mais on jouait la même mélodie. Quand certains sont partis, ont dû travailler, l'autre est resté à la maison, j'ai observé beaucoup de crises conjugales avec des brutalités, puisque du coup, on ne se reconnaît plus l'un l'autre, on a des rythmes différents, on vit des journées différentes, et l'un sort et l'autre pas. Je ne sais pas si c'est ce à quoi la participante faisait référence, mais en tout cas, pour l'invitation, la première, c'est revenir sur cette brutalité et pouvoir en parler. Parce que le maître mot de mon intervention, c'est ne pas amoindrir les conséquences que ces confinements et ces limites ont sur nous et pouvoir parler en couple. Quand je dis pouvoir parler en couple, c'est chérie, je me sens pas bien, mais c'est pas à cause de toi. C'est parce que je vis mal ça et ça et ça. Et la parole est libératrice à ces moments-là. J'invite les couples à pouvoir renouer avec la communication, avec l'échange de ces émotions, de ces ressentis. Et je crois que malheureusement, un certain nombre de séparations, et on ne peut pas les accabler, parfois c'est justifié, c'est la fin du couple, comme on dit, mais on ne peut pas simplement quitter de manière brutale, parce que c'est le reflet d'un certain nombre de vécus qui, eux, sont brutaux. Et donc, effectivement, on assiste beaucoup, enfin là, puisque je suis aussi thérapeute de couple et de famille, on assiste à un déchirement des familles, même des gens très, très, très bien, je veux dire, qui se respectaient, où il y avait de l'amour, et des familles qui explosent. Voilà. Et donc, je préviens tout de suite les personnes qui nous écoutent de prendre soin de leur couple, de se dire qu'est-ce qu'on a besoin tous les deux, pas simplement moi, de quoi on a besoin, où est-ce que tu en es, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu t'en stresses, est-ce que ça nous donne l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut renouveler aussi dans notre couple, ou en tout cas renouveler, ça veut dire remettre au goût du jour, est-ce qu'on a besoin de sortir un petit peu, de se prendre un jour tous les deux, sans forcément les enfants, puisque si nous allons mieux, les enfants iront mieux aussi. Voilà, il y a beaucoup plus à développer, mais voilà ce qui me vient.